Bonjour, très heureux de vous accueillir aujourd'hui. On a Fauve Doucet, la présidente de Partage Club, et Maëlle Morin, qui est rapporteuse d'impact, pour parler du rapport d'impact de Partage Club qui a été publié il y a quelques temps. J'étais content d'avoir cette conversation-là avec vous puis de partager avec les gens qui se posent des questions sur peut-être pourquoi un rapport d'impact, comment un rapport d'impact. Cette idée de très tôt, pas obligé d'attendre 5 ans ou 10 ans puis d'avoir tous les chiffres. Partage Club existe depuis quelques années, mais déjà cette année, vous avez été en mesure de faire un premier rapport. Mais pour mettre les choses en contexte, explique-nous, Fauve, un peu, qu'est-ce que c'est le Partage Club? Partage Club, on est une entreprise technologique spécialisée en mutualisation. C'est un mot bien professionnel pour parler de partage. Notre premier produit a été de développer une application de partage d'objets entre voisins. Mais maintenant, on offre notre technologie aussi à d'autres écosystèmes qui veulent mutualiser des espaces, des lieux, de l'équipement ou encore de la main-d'œuvre. Donc, c'est ce qu'on fait. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir un rapport d'impact? Je pense autant au niveau de vos opérations peut-être ou votre stratégie. Qu'est-ce qui t'a amené à te poser la question, à réfléchir, à passer à l'action sur cette idée de projet de rapport d'impact pour Partage Club? Bien, très rapidement, on s'est rendu compte que dans le fond, notre entreprise, l'impact était au cœur de ce qu'on faisait. Donc, nous, une entreprise qui démocratise le partage. Donc, plus il y a du partage, plus on a de la croissance d'entreprise, plus on atteint notre mission. Puis on s'est rendu compte, en fait, que notre impact, on le voyait, on le sentait, mais l'humain a besoin de quantifier des choses, a besoin de le voir, parce que l'humain, c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, on a senti qu'il fallait cristalliser, en fait, cet impact-là pour être capable, en fait, d'accomplir 4 choses. Premièrement, d'avoir un cadre de référence au niveau de la gouvernance. Donc, de se dire, justement, on est à l'affût des effets rebonds, on est à l'affût, puis on voulait savoir c'est quels objets qui ont le plus d'impact, donc peut-être miser sur quels objets à valoriser davantage au niveau de l'impact, puis de s'assurer que, justement, on soit toujours en lien avec notre mission, puis une de nos valeurs, c'est l'amélioration de la société. Donc, on voulait vraiment pouvoir mesurer cet impact-là en termes de cadre de décision. Deuxièmement, le financement, c'est le nerf de la guerre. Puis, on le voit justement des bailleurs de fonds, des investissements d'impact, dont le regroupement civique. On nous demande de plus en plus de quantifier puis de s'améliorer, en fait, par rapport à ces impacts-là, ces indicateurs. Donc, on voulait être capable de mettre une base. Et il y a 4 choses encore. Troisième volet, c'était de pouvoir crédibiliser notre démarche. Donc, on a fait l'analyse de la littérature, mais on voulait être capable de pouvoir dire c'est combien de GS qu'on est capable d'économiser, c'est combien de tonnes de déchets. Puis ça nous, en fait, tout un dialogue aussi de compréhension de la problématique qu'on a quand on arrive avec ce chiffre-là. Donc, crédibiliser notre démarche. Et le 4e volet, c'est tout ce qui est communication. Donc, autant nos investisseurs, nos membres qui sont sur la plateforme, nos clients, notre communauté, de pouvoir communiquer sur l'impact. On rentre même dans de la ludification. Combien d'argent j'ai économisé en partageant? Combien de gaz à effet de serre j'ai économisé en partageant? Donc, c'était tout un côté aussi de communication pour engager les gens. Donc, c'est les 4 raisons. Donc, tu as l'intention, faire un rapport d'impact. Ouais. Comment tu passes de l'intention à l'action? La première étape, c'est qu'on a travaillé avec l'Esplanade, avec Rhizome, qui sont en fait leur département stratégie. On a fait une revue de littérature de ce qui existait. Puis on a vraiment regardé tous les indicateurs pas possibles, qu'au moyen long terme, qu'est-ce qui corrèle, faire une cartographie en fait de ce qui existe déjà, puis voir en fait où est-ce que nous on voulait aller remplir les trous ou de comprendre des données plus probantes de nous, notre réalité. Puis ça a été notre premier volet. Ensuite, on s'est rendu compte qu'il fallait avoir une approche un peu plus scientifique. Puis ça nous prenait des fois, on a eu une bourse de 10 000 grâce au gouvernement du Québec. On est super contents. Puis là, il fallait que je trouve des chercheurs. Puis ça, c'est vraiment pas évident. Parce que le monde de la recherche, pas juste au Québec, partout dans le monde, quand on est entrepreneur puis on a des questions sur comment mesurer notre impact, le temps que tu trouves un chercheur, ça peut prendre 1 an et demi. Tu as déjà d'autres questions, tu sais, puis on est comme pas patient. Donc, j'ai contacté, je pense, 6 universités au Québec. C'était vraiment compliqué. C'était super long. 6-8 mois plus tard, j'avais toujours pas de chercheurs. Il y avait des appels à projets. Trouver les professeurs, trouver les candidats, trouver les... selon la session, ça fonctionnait pas. Puis là, finalement, on l'a pris reverse engineering. On a des membres sur le Partage Club et Maëlle est membre du Partage Club.
Puis on cherchait des gens pour un autre poste, gestion de communauté. Puis j'ai vu Maëlle qui était vraiment motivée, qui empruntait des machines à coudre, qui prêtait des choses. Puis je l'ai contactée pour le poste en gestion de communauté. Puis finalement, c'était pas parfait, mais elle m'a expliqué qu'elle était en développement durable à l'Université McGill. Elle finissait sa maîtrise. Puis j'ai dit, toi, là, c'est ça faire un rapport d'impact? Puis elle m'a dit, ouais, mais j'ai besoin d'être supervisée. J'ai dit, ben, tu dois avoir quelqu'un qui pourrait te superviser à McGill. En 1 ou 2 semaines, elle a trouvé un superviseur. Puis, ben, ça donnait que c'était à McGill. Fait qu'on a remonté de l'autre sens. Donc, la clé a été de trouver, dans le fond, l'étudiant qui était prêt, en fait, à faire probablement 90% du travail parce que c'est de trouver l'étudiant. Puis c'est à partir de là qu'on a travaillé ensemble. Puis là, maintenant, elle fait partie prenante de l'équipe. Elle était comme elle est autour de nous. Là, il y a on a même nos clients qui veulent mesurer l'impact. Donc, on est en train de bâtir dans notre offre de service la mesure d'impact. Maëlle, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé, votre rencontre, comment tu as été impliquée dans cette idée de projet de rapport d'impact. Je venais tout juste de finir mes études et j'avais été impliquée déjà dans des projets de recherche à l'université et en tant que consultante en durabilité au sein d'une auberge de jeunesse dans le passé. Donc je me suis dit, bon ben, c'est une offre trop belle pour la refuser. En finissant mes études, je suis partie à vélo, j'avais emprunté mes sacoches sur Partage Club et avait fait mon petit post Instagram sur LinkedIn, pardon, et c'est là que les filles m'ont repéré, Fauve et Anaïs. Et face à cette proposition, ben je pouvais pas refuser, étant donné l'expérience que j'avais dans le passé, la manière dont ça me passionnait aussi. Et me voilà dans l'aventure. Puis explique-nous aussi, ben, qu'est-ce que c'est un rapport d'impact? Donc, en tant que rapporteuse d'impact, en tant que chercheur, comment on commence un projet comme celui-là? C'est quoi le point de départ et comment ça évolue, ça se déploie dans le temps sur les quelques mois là, que vous avez pris pour faire le rapport? Un rapport d'impact, c'est un document qui va permettre d'évaluer l'impact de l'activité d'une start-up, d'une entreprise, d'un processus, par rapport au scénario où ce processus, cette entreprise n'existerait pas. Donc finalement, c'est une soustraction entre 2 scénarios. Oui. Le scénario où business as usual, il se passe ce qui se passe. Le scénario numéro 2 où l'entreprise rentre dans le processus. Pardon. Je vais aller plus concrètement là. Oui, oui. Concernant Partage Club, cette soustraction de scénario se fait entre scénario de base où un utilisateur va exprimer un besoin, va acheter des objets pour combler ce besoin ponctuel. Oui. Scénario numéro 2, où Partage Club rentre en jeu, où l'utilisateur va exprimer ce même besoin, mais au lieu d'acheter, va avoir cette possibilité d'emprunter sur la plateforme. Et donc, en fait, c'est tout ce qui se passe entre ces 2 scénarios que l'on va regarder en termes d'impact environnemental, social et économique. Et il s'agit d'un processus de récolte de données autant quantitative que qualitative que comparative. Oui. Ça, ce que ça veut dire, c'est que quantitative, on va regarder ce que Partage Club a récolté sur sa plateforme en termes de nombre de prêts, quel type d'objet, combien d'utilisateurs, combien de partages par utilisateur. Qualitatif, on va aller chercher un petit peu de l'expérience de ces utilisateurs, comment ils ont vécu ça, par le biais de sondages, par le biais d'entrevues semi-dirigées aussi qui ont été faites dans le passé par les cofondatrices. Et quand on parle de comparatif, c'est qu'on va aller chercher, voir ce qui s'est fait ailleurs et les résultats qui avaient été donnés dans des études similaires. Et vous avez ciblé ces recherches-là au Québec, au Canada, donc c'est important aussi de l'établir dans le contexte dans lequel la compagnie opère. Donc, c'est pas des données internationales, c'est des données locales. Juste pour rebondir, effectivement, au début, il faut faire beaucoup de revues littéraires pour un petit peu se rendre compte de ce à quoi on a affaire et de quels indicateurs on peut aller chercher. Oui.
Et c'est très frustrant de voir qu'il y a énormément d'indicateurs que l'on peut aller chercher, mais qu'on n'a que 4 mois pour faire ce rapport d'impact. Alors, il faut choisir les plus marquants, les plus révélateurs pour le plus de personnes possible. Comme l'a dit Fauve, on s'adresse à des investisseurs, on s'adresse à des utilisateurs de la plateforme. Pour établir justement ces indicateurs, on a consulté aussi des parties prenantes de l'écosystème local, comme des villes clientes, également des centres de recherche, des centres de tri avec lesquels Partage Club est en collaboration aussi. Ils nous ont informés sur qu'est-ce qui était le plus parlant pour eux. Parce qu'en termes d'axes d'impact ou de mesures d'impact, c'est un des facteurs principaux. L'un des facteurs principaux, c'est l'évitement des déchets. Donc, vous êtes parti, vous avez calculé du poids, là. On parle de masse de déchets évités, c'est ça? Ça, c'est une des facettes que vous avez développées. C'est l'un des indicateurs environnementaux. Donc, on peut parler de masse de déchets déviés de l'étape de fin de vie quand on parle de cycle de vie d'un objet. On peut aussi parler de matière non produite. C'est l'un égale l'autre. En termes d'indicateurs environnementaux, on a également rajouté les émissions de gaz à effet de serre évitées. À savoir que c'est, contre toute attente, un indicateur qui a fait un petit peu polémique au sein des partenaires et même des différents corps de la recherche. Oui. Parce que quand on parle de gaz à effet de serre, on peut prendre ces 2 verres. Il suffit que le sable d'un des 2 verres vienne d'une autre partie du monde pour que ces 2 verres aient un cycle de vie complètement différent. Donc là, on sait qu'on rentre dans des grosses moyennes, des estimations. Mais on a quand même décidé de se lancer là-dedans parce que c'est un indicateur qui parle au public général. Oui, c'est un indicateur qui est connu. Qui est connu, exactement. Oui. En termes d'indicateurs économiques, on se concentre sur l'argent qui a été économisé par les utilisateurs. Et là, il suffit pas de parler de valeur des objets. On parle vraiment de l'argent économisé dans le cas où ils auraient acheté l'objet. Parce que pas tous les utilisateurs qui partagent sur l'application auraient nécessairement acheté l'objet qu'ils ont partagé. Donc, il fallait passer par cette étape de sondage pour avoir ce pourcentage-là. Et finalement, indicateur social, il y a énormément d'idées reçues, préconçues sur le partage. Est-ce que la personne, je peux lui faire confiance? Est-ce qu'elle va me retourner mon objet? Est-ce qu'elle va en prendre soin? Et on voulait vraiment mettre l'axe sur la confiance entre utilisateurs et l'expérience après le premier partage, voir si elle a amélioré la confiance que l'utilisateur pouvait avoir ou le sentiment de redevance aussi envers sa communauté ou ses voisins. Un partage égale 238 grammes de déchets déviés de l'étape de fin de vie ou d'objets non produits, équivalence. Donc ça correspond à 11 bouteilles en plastique. C'est aussi égal à 14,4 kg de CO2 équivalent évité au travers d'objets qui n'ont pas été achetés. Et ça, j'aime bien cette statistique parce que c'est l'équivalent de 28 repas végétariens. Donc, 2 semaines de repas si on est un végétarien, ce qui n'est pas moindre. Et finalement, en termes d'argent économisé, ça permet à l'utilisateur d'économiser à peu près $59 ou un forfait mensuel à l'Internet. Et si on parle de confiance, cette fois-ci, on se rend compte que 95% des utilisateurs ont une expérience positive et veulent réitérer l'expérience après leur premier partage. C'est super intéressant d'entendre ce que tu dis, Mel, parce que ma perspective, c'est que c'était vraiment important pour toute l'équipe de Partage Club parce que c'est vraiment au cœur de la mission de l'entreprise. C'est l'impulsion aussi qui est derrière cette intention de faire un rapport d'impact, de vraiment aller vers le changement de comportement
Et ça, c'est pas super facile. C'est difficile à expliquer, même quand on rencontre des gens là, qui connaissent pas le concept. Mais c'est le moteur qui vous propulse. Et j'aimerais ça peut-être, Fauve, que tu nous parles un petit peu de l'engagement de la communauté. Mais comment ça se ramène à vos valeurs puis à votre mission première de Partage Club? La réponse a été vraiment bonne. Les gens veulent connaître leur impact. Les gens veulent savoir, tu sais, puis c'est des données, on s'est rendu compte, qui n'existaient pas vraiment. Donc, les gens le ressentent, qu'il y a un impact, mais il y avait besoin, comme on disait tantôt, l'humain a besoin. Donc, quand on a demandé justement à nos clients, nos villes participantes, tout de suite, ils se sont rendus disponibles pour pouvoir faire des focus group pour justement, à travers des concertations, de comprendre c'était-tu les déchets ou les gaz à effet de serre. Finalement, c'était les deux qui voulaient avoir. Fait qu'on a fait les deux. Mais aussi, nos membres, on a été surpris du sondage. Les gens ont répondu aussi super bien. Les gens se rendaient aussi disponibles pour pouvoir répondre. Puis, tu sais, nous autres, ce qu'on dit, c'est qu'on crée une communauté, mais à travers, justement, les communautés sur l'application, mais toutes les parties prenantes qui gravitent autour de nous. REC Québec s'est rendu disponible, comme on disait, les lieux d'enfouissement, des centres de tri. Puis c'est là, en fait, qu'on a vraiment senti que... Puis en fait, nous autres, c'est une de nos clés. Donc, ce qu'on fait, parce que dans notre développement technologique, on a pris ce qui fonctionnait déjà. Pour développer une application qui fonctionne puis que les gens s'approprient, il faut aller sonder. Puis quand on sonde, de un, on est pertinent dans notre approche, mais on mobilise parce que les gens sentent que c'est leur application puis ils font partie. Même chose qu'on a appliqué au rapport d'impact. On n'a pas fait un rapport d'impact tout seul dans notre côté. On est allé sonder. On a demandé aux gens de le relire, de nous donner du feedback. Donc, quand on l'a lancé, puis on avait donc peur. Parce que là, on savait que notre rapport était pas parfait. Puis, tu sais, je suis très sensibilisée au greenwashing. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, comme, est-ce qu'il y a un journaliste qui va commencer à nous dire, oh, la donnée n'est pas, elle est fausse. Puis il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami à moi qui travaille, en fait, qui est le cofondateur de République, Vincent. Puis il m'a dit, somme toute, là, si tu t'es trompé là, de 0,1%, là, il dit ton impact est quand même positif. Oui. Fait qu'il dit, après, dis-le les limitations, puis c'est mieux de faire quelque chose qui est pas parfait que de juste rien faire. Fait que moi, j'ai comme un peu d'angoisse au début parce que je veux vraiment faire attention à ce qu'on communique, mais je pense qu'avec transparence, puis en disant qu'on n'est pas parfait, mais c'est un point de départ, ben tout le monde était hyper réceptif par rapport à ça. Fait que ça, c'est une chose parce que des fois, on a peur de pas... On fait rien parce que c'est pas parfait dans tout, hein. En entrepreneuriat, on a donc peur. Ben même chose, rapport d'impact, ça a été de se lancer. Aujourd'hui, vous avez fait le lancement à la Maison du développement durable. Qu'est-ce que tu en retires peut-être à court terme? Puis qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça t'aide à réfléchir à moyen et à long terme? Ben court terme, j'ai un insight dans le processus parce que Maëlle et moi, on se rencontrait chaque semaine puis elle découvrait des choses. T'sais, on avait un cadre, mais elle découvrait. C'est comme ça, un chercheur aussi, elle découvre des choses. Oui. Puis une des choses qui m'a été vraiment surprise puis qui m'est vraiment utile, c'est, moi j'appelle ça notre potentiel d'impact. Oui. Donc, c'est pas vrai qu'on a 100% possibilité de décarbonation. Là, c'est clair que quand on n'utilise pas un avion, il y a un impact qui est immense. Fait que nous, dans notre cadre qui est de consommer moins d'objets, d'acheter moins d'objets, c'est quoi l'impact qu'on peut avoir? Puis ce qu'on a découvert à travers la recherche, c'est que pour un foyer québécois, puis j'ai tellement hâte de le faire en France, en Amérique du Nord, aux États-Unis, tellement hâte. On s'est rendu compte que pour un foyer québécois, si on prend tous les objets qui sont achetés pour une famille moyenne au Québec, qui pourraient emprunter au lieu d'acheter sur le Partage Club, le nombre de fois qu'il pourrait avoir un emprunt par foyer, c'est 89 fois. Moi, j'ai arrondi à 90, mais c'est par année. Wow. Les gens, avant d'être sur Partage Club, des fois, ils vont dire « je partage », mais c'est peut-être une fois à son beau-père. Quand ils arrivent sur Partage Club, actuellement, un partageur va partager 3 fois, potentiellement, nos bons partageurs. Mais le potentiel, nous, on voudrait amener les gens une fois par mois 12, mais le potentiel, c'est 90. Ça, ce que ça permet de savoir, c'est, puis moi, je suis forte là-dessus, puis ça, c'est un projet que je veux qu'on fasse, c'est de la prospective. De faire un vidéo, puis de se projeter 90 fois par année, ça représente environ 2 fois par semaine. Comment qu'on réinvente nos villes, nos maisons, notre façon d'interagir quand on emprunte 2 fois par semaine. Moi, je vois des objets qui circulent, je vois des coins de partage, je vois des drop-off points, je vois une décentralisation et une circulation de mobilité des biens. Mais tant et aussi longtemps qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, puis c'est quoi le potentiel, mais ça a été capable, via des chiffres puis des Excel, puis là, après, on met une narration, puis on est capable de faire projeter les gens vers le futur. Donc, voilà. Une surprise, c'est votre mesure d'impact social.
intuitivement, j'ai toujours su que dans Partage Club, il y en avait. Ouais. Mais parle-moi un peu de cette réflexion-là, puis de qu'est-ce que vous avez trouvé au travers du processus. Première chose qu'on s'est rendu compte, c'est que 87% des gens sur Partage Club font plus confiance aux gens de Partage Club que Kijiji Marketplace. Fait qu'on savait qu'on avait quelque chose de spécial qui était la confiance. C'est pas la même expérience. Ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est qu'un partageur, puis corrige-moi Maëlle si je me trompe, un partageur actuellement, puis on s'entend, on est à 3 partages environ par année, 2-3 partages, va rencontrer 2,5 nouvelles personnes en personne. Donc, c'est pas quelqu'un sur Facebook ou sur Instagram qui a envoyé un like, là, il y a eu un vrai échange. Puis ce qui arrive, c'est que il y a une forte augmentation à vouloir aider son prochain après un premier partage. Donc ça, c'est énorme. On a été capable de voir aussi une augmentation du sentiment de sécurité, puis une augmentation du type de relation. Donc après un partage, les gens passaient d'inconnus à personne de confiance en voulant peut-être développer une autre relation. Donc il y a vraiment du lien social qu'ils sont en train de créer par rapport à ça. Donc ça, ça l'ouvre à la tolérance, ça l'ouvre à l'inclusivité, ça l'ouvre au support et à la résilience de s'entraider. Donc, tu sais, on est au début là, de comprendre ce qui se passe. On a créé un calculateur d'impact pour nos villes parce que tout le monde voulait pouvoir mettre dans son rapport ESG de développement durable d'impact. Bon, super. Mais on voulait savoir c'est quoi quand on se projette avec un point de bascule parce qu'on a un effet de réseau. D'ailleurs, on a quelques régions géographiques qu'on sent qu'on commence à atteindre le point de bascule. Donc, ça devient exponentiel le nombre de partages et de confiance. Donc là, on est capable de prendre des données d'une ville selon la population, puis d'être capable de dire, ben à 2%, c'est super, mais si on est à 30%, ça représente quoi l'impact sur Montréal, l'impact sur Berlin, l'impact sur le monde? Donc ça, encore une fois, quand on me présente ça en vente à nos villes, ben ils s'imaginent puis ils se rendent compte à quel point que oui, peut-être 2 partages par personne pour 2% de la pop, c'est tout petit, mais si on se projette puis on met des efforts pour accélérer le mouvement, regardez la richesse sociale, économique, environnementale que vous pouvez créer à travers le partage. Ce qui est fascinant pour moi dans ce que tu racontes, Faude, c'est de voir qu'il y a ces 2 facettes-là. Il y a la facette environnementale, puis souvent, on a plus tendance à calculer l'impact environnemental. C'est facile, c'est des grammes, c'est des tonnes de GES évitées, c'est des grammes de matière. Mais j'ai toujours eu cette impression, puis cette conception-là, que c'était comme les 2 côtés d'une même médaille, puis que l'aspect social était tellement important, parce que pour atteindre des résultats mesurables par les lois de la physique, ça prend du changement de comportement. Et ça, de changer le comportement des gens, c'est pas un mécanisme si facile dans les changements ou les transformations de système. Ça prend une façon de permettre aux gens d'apprivoiser quelque chose qui est nouveau. Et donc ça, vous le faites par les communautés, par l'accès, par le type de plateforme que vous avez développé, puis le type d'approche. Mais à terme, ça, c'est des vrais dollars. C'est des dollars dans les villes de produits qui seront pas livrés parce qu'ils sont commandés en ligne. Fait qu'on évite de la congestion. C'est des matières qui seront pas enfouies, qui n'ont pas besoin d'être traitées. Effectivement, non. Dans nos émissions de GS, si on regarde la tarte des émissions, le transport des matières, c'en est une grande partie. La fabrication aussi de ces objets-là aussi, qui va représenter dans l'industrie, dans le manufacturier, 30 à 40% des émissions totales. Fait on est vraiment dans quelque chose qui est concret pour moi, mais qui, auparavant, parce qu'on disait qu'on a eu une de nos premières rencontres ici, il y a peut-être 3 ans, quand c'était encore juste une idée, Partage Club, il y avait un peu cette objection-là de dire « Ah ouais, c'est cute, mais comme, tu sais, les gens vont-tu vraiment se partager des affaires? Puis qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? » mais là, on a des chiffres, on a des recherches à l'appui. Puis là, on peut construire un argumentaire, je pense, qui est beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Pas que c'était pas cohérent avant, mais on a une assise, je pense, pour le narratif, pour l'expliquer. Et on peut mesurer la progression. Puis ça, pour moi, c'est le plus intéressant, c'est de voir que si on est à 3 partages par personne, le potentiel de 90 que tu as identifié avec tes recherches, Maëlle, c'est incroyable là, où on peut se rendre. Et ça n'a pas de frontières non plus. Une des réflexions qu'on avait, Fauve et moi, sur le comité aviseur de Partage Club, c'est de se dire, est-ce qu'il y a un indicateur qui nous permet de penser que dans un environnement ou dans une ville, il y a un potentiel pour ce changement de partage-là? Et Fauve est arrivé avec le partage de vélos. Donc, les vélos partage,
c'est comme en anglais on dit leading indicator, mais un indicateur précoce qui nous dit, OK, bien si les gens empruntent des vélos, peut-être qu'ils vont emprunter d'autres objets, puis ça va être intéressant de voir dans les prochaines années comment la corrélation entre ces deux données-là, mais ce qu'on peut voir, c'est que c'est pas complètement nouveau. On peut s'appuyer sur quelques comportements qu'on a vu émerger dans les 10 dernières années comme un signal de potentiel. Et là, on peut maintenant calculer, transformer le signal en données, en perspectives, en analyse et peut-être en recommandations stratégiques pour la suite. Peut-être, parle-moi un peu, en conclusion, comment ce rapport d'impact-là, comment ce travail-là que vous avez fait, qu'est-ce que ça te donne, comment ça t'équipe, comment ça change ta réflexion, plus sur le moyen ou sur le long terme? Il y a plein d'idées qu'on veut faire. On en a parlé, moi puis Maëlle. Là, en ce moment, on vient de sortir justement le service. Donc, pas juste partager des objets, mais partager du temps. Donc, on se les fait demander par la ville de Bakersfield. C'est quelque chose qu'on voudrait mesurer. On voudrait mesurer aussi, là, on va mettre en place un système de confiance à travers, justement, une responsabilité en cas de dommage. Comment qu'on va être capable d'accélérer le partage. Puis, une des choses que j'ai tellement hâte, parce que là, on lance en France, mais ça va être de comprendre puis d'étudier les comportements de partage d'un point de vue socio-culturel, parce que ça, je pense qu'on va trouver des pépites. On sait qu'il y a déjà des communautés qui se font beaucoup plus confiance, comme au Japon, dans le Moyen-Orient aussi. Il y en a d'autres aussi que l'environnement, ils sont beaucoup plus sensibilisés, comme en France. Puis il y en a d'autres aussi qui a des communautés très serrées, comme des communautés aux États-Unis. Donc, même en Colombie, il y a des petites communautés, des petits clubs qui se font vraiment confiance. Il y a beaucoup de taux de criminalité, mais si on est capable de mesurer comment que le partage peut peut-être diminuer la criminalité ou la capacité à se faire confiance puis sentir qu'on est interrelié. Bref, j'ai vraiment hâte d'appliquer ça d'un point de vue culturel puis ailleurs partout dans le monde. Mais merci beaucoup à vous deux. C'était super intéressant d'entendre vos perspectives, de comprendre un peu mieux votre processus, puis de voir aussi qu'est-ce que ça suscite, où ça vous amène toutes ces réflexions-là. Je suis très content de pouvoir partager le travail très concret, l'approche pragmatique que vous avez utilisée. J'espère que ça pourra en inspirer d'autres à travailler sur des rapports similaires. Comme on a dit, c'est pas si facile, mais c'est pas impossible. Et puis, cette idée-là d'avoir quelque chose qui est peut-être imparfait, mais qui peut nous servir de boussole, de compas pour guider, pour nous diriger dans nos prochaines étapes, dans nos prochaines décisions stratégiques, et qui va nous permettre de mesurer aussi la progression. Donc, je vous réinviterai certainement pour le deuxième rapport l'année prochaine, quand vous aurez fait des constats de progression dans l'année en cours. Merci beaucoup, Maëlle. Merci, Fauve. C'était un grand plaisir de vous avoir.